Eh bien, bonjour. Je m'appelle Patrick Aubé. Je suis médecin généraliste en Bretagne. J'exerce la médecine générale depuis une quarantaine d'années avec deux options qui ne sont pas particulières, mais sur lesquelles j'insisterai. C'est le côté préventif de la prise en charge des patients. Et la deuxième option, c'est le recours, dans la mesure du possible, aux ressources naturelles. Le thème de ce congrès de Futurapolis aujourd'hui, et je remercie Futurapolis, les laboratoires Arcopharma et Le Point de nous avoir invités à évoquer dans cet après-midi quelques notions de qualité nutritionnelle pour mettre au point un système de défense, un système immunitaire adapté à lutter contre la plupart des maladies. Nous allons parler de trois choses dans cet exposé, à la fois de la vitamine C, un petit peu de l'immunité, telle qu'on peut la décrire d'une façon rapide, et d'une source de vitamine C qui est tout à fait particulière, qui est l'acérola, qui est une petite cerise qui nous vient des Antilles. Quelques rappels, si vous voulez bien, concernant la vitamine C dans le domaine de l'immunité. Le concept de base, c'est de dire que la performance de notre système immunitaire est directement liée à la qualité nutritionnelle de notre alimentation. Et les études cliniques nous l'ont montré, le système immunitaire a des liens particuliers avec certains éléments de notre alimentation, en particulier certains nutriments, comme le zinc, le sélénium, le cuivre. Il y aura dans l'après-midi une autre conférence consacrée à ces nutriments. Et nous avons également des substances qu'on appelle des vitamines. Il existe 7 vitamines qui ont leur rôle à jouer dans le système immunitaire, son optimisation, son équilibre et son développement. Ce sont la vitamine A, la vitamine B6, B9, B12, la vitamine C, la vitamine D et la vitamine E. Nous allons nous concentrer durant cet exposé sur l'importance et l'intérêt de la vitamine C. Et je vais vous demander de me dire quel est le nom scientifique de la vitamine C. Est-ce qu'il s'agit de l'acide citrique, C comme citrique? Est-ce qu'il s'agit de l'acide acétylsalicylique ou est-ce qu'il s'agit de l'acide ascorbique? L'acide salicylique, c'est l'aspirine. En fait, le nom scientifique de la vitamine C, c'est l'acide ascorbique. Pourquoi ascorbique? Parce que on peut l'appeler également la vitamine antiscorbute. Elle a été découverte par un chercheur hongrois dans les années 1928. Ce chercheur s'appelait Szent Györgyi. Ça lui a permis, cette découverte, cet isolement de cette vitamine C, d'avoir le prix Nobel en 1938. Ça a été un personnage, disons, scientifique assez important, parce que c'est lui qui est à l'origine de la biologie quantique. Il a réussi à intégrer la physique quantique dans la biochimie. Il a également aussi été le découvreur de ce qu'on appelle le facteur vitaminique P, qu'on trouve dans certains aliments, qu'on trouve dans certaines plantes, et qui explique l'action des flavonoïdes contenus dans ces plantes pour traiter les problèmes d'insuffisance veineuse. Voilà pour ce personnage qui a eu un retentissement assez important au niveau international et qui est mort aux États-Unis. Il avait 93 ans. Alors, avait-il mangé beaucoup de vitamine C? Je ne sais pas, mais pourquoi pas? Il avait dû essayer. J'ai oublié de vous dire que ces recherches sur la vitamine C étaient des recherches sur le paprika. Donc, une épice, une plante. Donc,
les recherches ont été faites essentiellement sur des végétaux. Voilà pour Sainte-Georgie. La vitamine C, comme toutes les vitamines, c'est un élément qui est essentiel à la vie. C'est-à-dire que notre espèce, l'espèce humaine, ne synthétise plus de vitamine C. Vous avez des vertébrés, des mammifères, qui fabriquent encore eux-mêmes leur vitamine C. Nous, les humains, nous sommes obligés d'aller chercher notre vitamine C dans notre alimentation, et en particulier dans les végétaux. Donc, je vous l'ai dit, c'est l'acide ascorbique pour son nom savant, est découverte en 1928, et c'est en 1938 qu'on a commencé à fabriquer de la vitamine C au point de vue médicament et qui a été dispersée après dans le monde entier et qui a la réputation de traiter à la fois les pathologies infectieuses, mais ce n'est pas une invention de l'esprit, c'est vraiment quelque chose d'intéressant dans tout ce qui permet de booster, d'améliorer notre système immunitaire. Cette vitamine C, à partir des végétaux, elle est absorbée dans l'intestin à partir de l'intestin grêle essentiellement. Elle circule dans le plasma et se concentre dans les leucocytes. Les leucocytes, ce sont les globules blancs. C'est une vitamine qui est hydrosoluble, c'est-à-dire elle est soluble dans l'eau. Alors ça a des avantages, ça a aussi des inconvénients. L'avantage, c'est que c'est rapidement assimilé, c'est que c'est rapidement excrété aussi. Si vous mangez beaucoup de vitamine C, vous allez avoir une élimination rénale, pas de stockage, donc ce n'est pas très grave. Si vous mangez des tas d'oranges dans la journée et des pamplemousses le soir, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas être en surcharge de vitamine C. Par contre, comme elle est hydrosoluble, elle part dans l'eau. Et on en reparlera, on insistera tout à l'heure pour savoir comment on peut préparer des aliments ou des végétaux en conservant des vitamines. Et on verra que c'est une vitamine des plus fragiles auxquelles il faut faire attention. Par exemple, si vous mettez des produits végétaux dans un potage, si vous faites faire un potage ou de la soupe, et bien automatiquement, si vous chauffez trop, vous allez perdre votre vitamine C. Si vous ne gardez pas l'eau, automatiquement, elle va partir avec l'assiette. Son rôle physiologique, c'est-à-dire à quoi elle sert dans l'organisme, je vous ai dit que les vitamines étaient des substances qui étaient essentielles à la vie, c'est-à-dire que si on ne les a pas, on meurt. Et on verra tout à l'heure quand on parlera du scorbut, qui est la maladie par carence en vitamine C la plus connue et la plus importante. On verra que beaucoup de ces vitamines ont des fonctions majeures dans beaucoup de processus vitaux. Par exemple, la vitamine C, en tant que coenzyme, elle participe à la synthèse du collagène. Le collagène, c'est tout ce qui est support au niveau de notre tissu conjonctif, au niveau de la peau, au niveau des os. Donc dans les domaines de cicatrisation, elle est essentielle. Elle est également importante dans la synthèse des neuromédiateurs, c'est-à-dire de la noradrénaline, ce qui nous fait, disons, penser, vivre, etc. Et elle permet également une meilleure absorption du fer végétal. Elle ne s'intéresse pas trop au fer, disons, d'origine animale, qui, lui, passe très bien dans l'organisme, mais elle permet une meilleure absorption du fer qui nous vient des végétaux et qui est un peu plus difficile à être absorbé par notre intestin. Elle a également une fonction antioxydante. Alors, qu'est-ce que c'est que la fonction antioxydante? Vous savez que dès qu'on vient à la vie, on commence à respirer, et on commence à respirer de l'oxygène. À partir de là, on est condamné, parce que nous rentrons dans ce qu'on appelle un processus oxydatif, qui fait que les cellules vont se renouveler jusqu'à un certain temps, jusqu'à un certain moment où elles peuvent le faire, et à un moment, elles vont s'arrêter, et nous allons vers la mort. Et ce processus oxydatif, on peut l'aggraver par les circonstances de la vie. La rencontre avec des facteurs de stress physiques, mentaux, la rencontre avec certaines affections, avec un environnement délétère, par les voies respiratoires ou bien par tout autre environnement délétère,
va entraîner une augmentation du stress oxydatif. Et la vitamine C a un processus important antioxydant, mais ça on le retrouve dans tous les végétaux. Et je vous ai montré tout à l'heure une photo justement des végétaux avec des couleurs qui sont sympathiques, qui sont vertes, qui sont rouges, qui sont oranges. Tous les végétaux verts, orange, jaune, rouge sont des excellents antioxydants. Donc si vous voulez rester jeune et conserver à vos cellules le maximum de potentiel de vie, eh bien mangez essentiellement des végétaux de couleur. À côté de ces fonctions enzymatiques, ces fonctions antioxydantes, là nous sommes dans le cadre d'un congrès sur l'immunité, elle a une action, disons, également au niveau de la formation, au niveau de l'entretien, au niveau de l'équilibre du système immunitaire. Mais ce système, disons, de fonctionnement par la vitamine C au niveau immunitaire, je vais vous demander si ça passe par les globules rouges, par les globules blancs ou par les plaquettes. Ça passe essentiellement par les globules blancs. La vitamine C agit sur certaines cellules qui sont spécialisées dans la défense de notre organisme vis-à-vis des agents infectieux extérieurs. Les agents infectieux extérieurs, c'est quoi? C'est les virus, les bactéries, les parasites, les champignons. Tout ça, tous ces éléments n'ont qu'une idée, c'est de nous attaquer, pénétrer dans l'organisme et nous nuire. Pour résister à l'assaut de ces particules de l'environnement, nous avons un système immunitaire. Et dans l'esprit de tout un chacun, le système immunitaire, c'est très compliqué, c'est à l'intérieur de l'organisme, c'est les lymphocytes, c'est les globules blancs. Oui, c'est vrai. Mais c'est surtout notre première barrière vis-à-vis de l'extérieur, c'est notre peau. La peau fait partie du système immunitaire. Elle nous protège des microbes qui pourraient nous venir sur notre organisme par voie de l'air, par voie d'eau ou par tout autre truchement. Par exemple, au niveau de la peau, nous avons un pH, donc une acidité de la peau qui est plutôt forte, donc le pH est acide, justement pour empêcher la croissance des microbes sur la peau. C'est encore également à côté de la peau tout ce qui est muqueuse. La muqueuse digestive, qui représente 300 mètres carrés de surface si on étale tous les intestins, la muqueuse respiratoire et la muqueuse urogénitale. Quand on dit muqueuse, ça veut dire que le mucus également fabriqué par ces endothéliums, digestif, respiratoire, notre salive, notre mucus nasal, nos crachats qui viennent des bronches, tout ça a un rôle de nettoyage. Donc c'est déjà du système immunitaire, ça. On est d'accord? Donc la vitamine C, par exemple, dans cette première barrière, on a vu tout à l'heure qu'elle s'intéressait à la synthèse du collagène. Le collagène est nécessaire à la bonne fabrication des cellules de la peau et de leur entretien. Donc avoir un bon collagène, c'est déjà très important pour le vieillissement de la peau. Par exemple, ensuite, le système immunitaire a une deuxième barrière qu'on appelle l'immunité innée. Ça veut dire que nous sommes en guerre contre des agresseurs, et là, on envoie tout de suite des fantassins. Des fantassins qui sont déjà aux frontières. Ces fantassins, ils s'appellent les macrophages, ils s'appellent les globules blancs, les polynucléaires, et ceux-là vont déjà phagocyter, c'est-à-dire ils vont essayer d'aller grignoter les virus, les bactéries, les parasites, les champignons qui nous agressent. Ça, c'est la première ligne. On l'appelle innée et non spécifique parce qu'elle ne donne pas de souvenir à notre système immunitaire. Par contre, une fois que nos macrophages, une fois que nos globules blancs spécialisés ont réussi à aller grignoter, à aller agresser les agents infectieux, ils vont commencer à les manger et ils vont se rendre dans nos organes lymphoïdes, les ganglions, la rate, dans la moelle.
ils vont apporter quelques éléments de ces virus, de ces bactéries, ils vont les présenter aux lymphocytes qui, eux, vont créer une banque de données en disant « on a rencontré tel germe un jour, on va vous aider à lutter contre eux, mais surtout, on se souviendra qu'il y a eu une agression par cet agent viral, bactérien, parasitaire. » Et la fois d'après, une fois que vous avez guéri de votre pathologie, la fois d'après, eh ben, vous aurez une immunité adaptative qui s'est adaptée à la situation et vous aurez tout de suite les casernes de lymphocytes qui vont venir agir pour vous défendre contre les agressions. Donc, notre vitamine C, elle agit donc au niveau de la synthèse du collagène, au niveau de la mobilité. La phagocytose, c'est un terme qui veut dire qu'il grignote, le grignotage des agents infectieux par les cellules spécialisées du sang. Pour les neutrophiles, qui sont des globules blancs bien spécifiques, ils vont permettre une migration. Parce que quand votre organisme fabrique des globules blancs, des macrophages, il ne les fabrique pas automatiquement sur les lieux du crime. Vous vous blessez, vous coupez le bras, vous avez donc des germes qui arrivent, vous allez avoir une réaction inflammatoire ça va devenir rouge, chaud, douloureux, et c'est cette libération de produits de l'inflammation qu'on appelle les cytokines, les prostaglandines, les interleukines, l'interféron. Ce sont ces substances-là qui vont attirer vers l'endroit qui a été atteint tous nos soldats qui sont dans les casernes, parfois un peu bien à l'abri, mais qui se développent un petit peu, qui vont progresser en nombre, qui vont progresser en activité pour venir lutter contre l'infection. Les lymphocytes, la vitamine C va permettre leur croissance. Il y a plusieurs types de lymphocytes, lymphocyte T, lymphocyte B, les natural killers, mais ça c'est un peu complexe. Mais ce sont donc des cellules qui sont mobilisées en seconde intention et la vitamine C permet leur réactivité, leur croissance également, donc c'est également important. Et l'intérêt également, c'est que la vitamine C diminue l'activité, disons, inflammatoire produite par la libération de cytokines. Dans le problème du Covid, on a parlé d'orage cytokinique, de libération trop importante de substances inflammatoires lors de la pathologie, et ce qui était beaucoup plus difficile à traiter même que la pathologie elle-même d'origine virale. C'était la réaction de l'organisme face à l'agent infectieux qu'est le virus, qui créait une libération de cytokines très importante. Maintenant, on sait mieux la gérer. On utilise la cortisone d'une façon importante, qui a une action anti-inflammatoire majeure. L'intérêt clinique de la vitamine C, parce que là c'est bien beau, on est dans le domaine un peu de la recherche ou bien de la théorie, mais à quoi ça sert vraiment pour un médecin, pour un patient, d'être traité par de la vitamine C? Alors on sait que c'est important, surtout dans certaines pathologies qui ont été étudiées, puisque la vitamine C, comme on l'a dit, a été, disons, mise sur le marché en 1938, donc ça fait déjà presque un siècle, et c'est surtout les maladies infectieuses respiratoires, les bronchites, les grippes, les rhumes, les rhinites, les sinusites, qui ont été les plus étudiées en prenant l'action de la vitamine C d'une façon, on va dire, aiguë, parce que c'est dans le développement de la maladie qu'on l'a donné. Nous avons un petit peu une idée un peu différente, c'est que le statut vitaminique en vitamine C doit être toujours optimal avant que la personne soit atteinte, et on verra tout à l'heure comment on peut le faire, mais toujours est-il que les études ont montré que le fait de prendre de la vitamine C au cours de ces pathologies infectieuses aiguës, pathologies respiratoires qu'on rencontre tous les jours à partir de l'automne, permettait de diminuer l'incidence des infections. Il y en avait moins que lorsqu'on prenait la vitamine C, on la faisait sur un délai plus rapide, on reprenait rapidement du poil de la bête et on guérissait de sa pathologie rapidement, et donc on diminuait tous les inconvénients qu'on pouvait avoir à être touché par un virus grippal saisonnier durant l'automne. Donc là, ça c'est le côté, on va dire, médical. Ça veut dire, voilà à quoi sert la vitamine C, voilà
les preuves de son action à travers des infections respiratoires, mais dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on fait? On a dit dès le départ qu'il ne fallait pas attendre que la pathologie arrive pour booster notre système immunitaire. C'est un peu trop tard. Il vaut mieux avoir une ligne de défense, une barrière assez haute, que de se dire « Allez, il n'y a plus de barrière, on envoie les soldats ». Il vaut mieux que la barrière soit haute. Donc il vaut mieux que le système fonctionne déjà correctement. Alors, les apports nutritionnels qu'on conseille, c'est 120 mg par jour. On verra plus tard à quoi ça correspond, parce que c'est très compliqué de dire moi je mange 3 kilos d'orange, je mange mon jus d'orange, je bois mon jus d'orange tous les matins, ou je mange du persil, peu importe. Si le persil est très riche en vitamine C, vous n'allez pas manger 3 kilos de persil par jour, alors que c'est la quantité qu'il faudrait pour arriver à 120 mg. Il faut choisir un petit peu dans les aliments, dans votre qualité nutritionnelle, ce qui est important en concentration en vitamine C. Alors, on la trouve bien sûr essentiellement dans les végétaux, et vous avez vu tout à l'heure les végétaux de couleur jaune, de couleur verte, de couleur orange. D'ailleurs, quand on était petit, moi je me souviens, ma maman me donnait de la vitamine C quand j'avais un rhume, etc. Et pour moi, dans ma tête, la vitamine C, c'était orange. Mais orange, à la fois quand on pensait aux fruits, mais aussi à la couleur. Pourquoi? Parce que quand elle nous donnait à l'époque, ça s'appelait de la laroscorbine, bien sûr, le comprimé effervescent donnait un liquide orange pour coller à la source telle qu'on la connaissait à travers les aliments. Bien, donc pour tout le monde, la vitamine C, ça a une couleur orange. Or, pas de couleur, la vitamine C. Donc l'origine végétale, on la trouve dans les fruits et les légumes frais. Voilà, donc ça ne se conserve mal. On verra tout à l'heure la fragilité de notre vitamine C, ça se conserve mal. Donc, il faut consommer des produits frais. Donc, les crudités, les fruits, les kiwis, les goyaves, le cassis, l'estragon, l'azeille, le poivron, les fraises, les agrumes, le cresson, vous savez tout ça. Donc, tous les fruits de saison, principalement, tous les légumes de saison sont riches en vitamine C. On peut en trouver dans le foie, les abats, le jambon, parce que les animaux, eux, ils consomment aussi de la vitamine C, donc il y a une concentration en vitamine C dans leurs organes et en particulier dans leurs abats. L'origine humaine, on en trouve dans le lait maternel. Donc la maman concentre suffisamment de vitamine C dans son lait pour passer les principes actifs et les bienfaits de la vitamine C à son bébé. Parce qu'on pourrait penser, tiens, pourquoi on ne complémente pas les nourrissons des bébés en vitamine C? Non, dans le lait de la mère, il y a suffisamment de vitamine C. Il y a eu des problèmes de scorbut, justement, de carence en vitamine C, au début de la transformation industrielle des laits maternels et puis des laits artificiels. On a pu voir une période où des enfants qui n'avaient que du lait artificiel, eh ben, il y a eu des problèmes de carence en vitamine C. Alors, ça, c'est pas de la vitamine C de chez McDo, mais on la voit pas là? Non, on la voit pas. Ah, la voilà. La voilà. Donc ça, on peut voir des carences en vitamine C, et les derniers ont été vus, cette dernière carence, les derniers cas ont été mis en évidence aux États-Unis, chez des adolescents qui consomment essentiellement des produits comme ceux-ci et du beurre de cacahuète. Et des gamins qui ne mangent que des sandwichs au beurre de cacahuète et des McDo, et ben là, il y a encore un peu de salade, oui, je crois qu'il y a un peu de salade, il y a un peu de pommes de terre et un peu de cornichons, mais il y a beaucoup d'adolescents qui prennent le hamburger et qui enlèvent justement les cornichons, qui enlèvent la salade et qui ne mangent même plus de frites. Ils remplacent une frite par un knack. On s'est aperçu également, parce qu'on se dit ben, tout le monde mange normalement, donc il ne devrait pas y avoir de population, disons, privée de vitamine C dans nos sociétés. Eh bien si, avant 65 ans, 5% des femmes, mais 12% des hommes sont carencés en vitamine C. Parce qu'on peut faire une recherche, on peut faire une prise de sang, si vous êtes très inquiet, pour aller chercher le taux de vitamine C dans votre organisme, et on peut vous dire vous êtes carencé ou pas, comme on le fait pour la vitamine D. Ça ne se fait pas d'une façon courante, parce que dans notre alimentation à nous, on peut trouver assez de choses sans aller se casser la tête pour aller faire de la biologie, savoir si on est dans les rails. Mais dans certaines pathologies, c'est important de le faire. Après 65 ans,
c'est 20% des hommes qui sont carencés en vitamine C. Parce que les hommes, ils ont tendance à manger un peu comme les ados américains et manger moins de bonnes choses que sont les légumes verts et frais ou les fruits. Alors, on peut être carencé également en dehors de troubles de la nutrition classique, comme on l'a vu. Vous avez des gens qui ont des problèmes de pathologie, qui empêchent justement la vitamine C d'être absorbée. Ça peut être des maladies inflammatoires digestives, ça peut être des besoins en apport plus importants qu'on rencontre chez les gens qui consomment de l'alcool ou du tabac. Ça peut être aussi des interactions médicamenteuses, des gens qui sont sous traitement permanent pendant des années. On ne sait pas toujours, quand les gens prennent une liste de médicaments importante, comment ces médicaments-là ne vont pas, disons, lutter, empêcher une absorption des qualités nutritionnelles de notre alimentation. Ainsi, l'aspirine, les anti-inflammatoires, les contraceptifs, les antibiotiques, les corticoïdes, les anticoagulants peuvent avoir une action, disons, lorsqu'ils sont pris au long cours, néfaste sur l'absorption de la vitamine C. Ça, il faut le savoir. Donc, dans ce cas-là, chez les gens qu'on a pu repérer comme étant éventuellement carencés, là, on va pouvoir leur donner une vitamine C en supplément, en complément. On ne va pas se contenter d'avoir uniquement les apports alimentaires qui sont parfois difficiles à doser et difficiles à mettre en place. La vitamine C, alors pour en revenir à son utilisation quotidienne, c'est important parce que c'est un peu comme on disait que le poisson c'est bon. Moi je viens de Bretagne donc je m'occupe beaucoup de poissons, même pour en parler comme ça dans ce genre d'exposé. Mais on dit le poisson c'est bon, mais encore il faut expliquer pourquoi le poisson c'est bon. Et bien la vitamine C c'est pareil, il faut dire pourquoi c'est intéressant d'avoir un statut vitaminique en vitamine C correct, mais aussi de savoir d'éviter de faire des bêtises. Comme on l'a dit, la vitamine C est la vitamine la plus sensible. Alors, elle peut être sensible à quoi, d'après vous? Au chaud, au froid, à l'air ou à l'eau? Alors, il y a une seule réponse qui est correcte. Elle est sensible au chaud, elle est détruite par le chaud. Elle est sensible à l'air, donc elle s'oxyde très facilement. Donc votre verre de jus d'orange ou votre flacon de jus d'orange, si vous le laissez ouvert, eh ben, au bout de 2 jours, la vitamine C, elle a déjà diminué de moitié un jour et puis il ne reste plus grand-chose au bout de 8 jours. Hein. Donc il vaut mieux avoir éventuellement des petits flacons de vitamine C dans le frigidaire et se verser donc son jus d'orange classique. Autrement, au bout de la semaine, votre jus d'orange, il est joli, il est orange, mais il ne contient plus de vitamine C. Elle est sensible à l'eau, on l'a vu, donc c'est important pour faire votre cuisine. Il vaut mieux faire des cuisines vapeur qui vont concentrer l'eau et qui vont garder la vitamine avec des températures, on va dire, pas trop élevées pour ne pas atteindre la qualité de la vitamine C. Donc il y a juste le froid qui est un facteur de conservation correct. Donc les légumes verts, frais, il vaut mieux les conserver quand même au frigidaire. On peut même conserver parfois des fruits ou des légumes qui peuvent être préparés soit en bocal ou mettre en congélation. Et là, la vitamine C n'est pas dégradée d'une façon importante par le froid. Donc, il faut plutôt stocker la vitamine C en dehors de la chaleur, en dehors de la lumière et en dehors de l'eau. Donc, c'est une vitamine fragile, comme on l'a dit, il faut y faire attention. Donc, en gros, pour une bonne assimilation de la vitamine C, il faut une cuisson rapide avec un minimum d'eau. Et si vous devez donc donner de la vitamine C pour des circonstances particulières que sont les carences, comme on a pu le voir tout à l'heure chez certaines personnes, il vaut mieux avoir une vitamine C dite naturelle. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir une vitamine C naturelle qui provient d'un végétal ? Parce que dans la plupart de ces végétaux qui contiennent de la vitamine C, vous avez également d'autres composants actifs qu'on appelle les flavonoïdes. Et les flavonoïdes ont une action qui permet une meilleure absorption de la vitamine C. Donc en prenant ce type de végétal qui contient à la fois de la vitamine C et des flavonoïdes, vous avez gagné sur les 2 plans. Ce que vous n'avez pas avec la vitamine C de synthèse. Nous allons parler, pour terminer cet exposé, d'une source de vitamine C.
Parce que vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous me conseillez? Plutôt les oranges, plutôt les pamplemousses? Où y a-t-il le plus de vitamine C dans les végétaux qui nous entourent? Alors, j'ai été obligé d'aller chercher un peu loin. De ce qui nous entoure, nous avons des pêches, des pommes, des oranges, mais je vais vous parler d'une plante qui s'appelle l'acérola, le fruit de l'acérola, qui est un petit fruit qui ressemble à une cerise et qui se cultive aux Antilles. Il est originaire de l'Amérique du Sud, depuis les Incas, depuis très très longtemps. On l'appelle également le cerisier des Indes occidentales. Vous savez que les Indes occidentales, c'est ce qu'a découvert Christophe Colomb, hein. C'est dans les Antilles, dans les Caraïbes. Aux Antilles, on l'appelle le mourailler des jardins. Et en Espagne, on l'appelle Cerezas indias. Alors pourquoi on l'appelle acérola? Parce qu'il a été découvert surtout par les conquistadors espagnols lorsqu'ils sont arrivés en Amérique du Sud. Et ils ont vu sur un arbre des petits fruits, comme vous avez pu le voir, qui ressemblaient à des cerises. Mais en Espagne, il y a un arbre qui fait partie de la famille des églantiers et qui comporte également le même petit fruit. Et on l'appelle azérol, qui est un terme qui vient de l'arabe, quand les Arabes avaient conquis l'Espagne. Donc, ils ne l'ont pas appelé azérol, mais ils l'ont appelé acérola. Mais ce n'était pas tout à fait la même espèce, mais ça y ressemblait. Alors, ils ont donc donné un nom spécial à cette petite baie, et vous allez me dire quel est le nom exact de cette variété de plantes. Alors, ce n'est pas Acerola espagnola, elle s'appelle Malpighia puncifolia ou Malpighia emarginata. Alors, pourquoi elle s'appelle Malpighia? Ça vient de Malpighi. Malpighi, c'est un savant italien au XVIe siècle et un peu sur le XVIIe, qui a été un des premiers à utiliser le microscope pour regarder les végétaux et les décrire d'une façon microscopique. Donc, il y a un botaniste suédois qui s'appelle Linné. C'est lui qui a intitulé toutes les plantes avec deux noms latins, un nom de genre et un nom d'espèce. Et par hommage à Malpighi, ce savant italien, médecin qui a fini comme médecin personnel d'un pape, Innocent XIII, eh bien, il a donné ce nom de Malpighi, mais qui n'a jamais été ni au Mexique ni aux Caraïbes et qui ne connaissait pas du tout ce qu'était la vitamine C. Donc, ça vient actuellement, la culture est faite du Brésil jusqu'au Texas. Ce qui est assez curieux et particulier, c'est qu'on ne la retrouve pas sur nos marchés. Parce que, en fait, la raison est simple, ce n'est pas un fruit extraordinaire au goût. Et deuxièmement, on le cueille pour avoir le maximum de vitamine C, on le cueille juste avant la maturation. Parce que vous savez que la plupart des fruits, une fois qu'ils ont atteint leur maturation, eh ben, leurs composants actifs vont être complètement changés. Hein, c'est la croissance du fruit, c'est en fait le dynamisme du fruit, l'énergie que le fruit met à pousser, qui fait que ces composants sont intéressants en pathologie humaine. Après, il va diminuer son activité enzymatique et perdre de la vitamine C au fur et à mesure qu'il va mûrir. Donc, en général, on la cueille juste un peu verte pour pouvoir la travailler. On va avoir une espèce de pulpe, un peu comme une cerise, parce qu'il y a trois petits noyaux à l'intérieur, et on va prendre cette pulpe-là, on va la laisser sécher, et on va en faire une poudre qu'on va commercialiser. Cette poudre est de couleur orangée, comme beaucoup de produits de ce type-là, au niveau vitaminé. Ce qui est intéressant dans cette poudre de fruits de l'acérola, c'est qu'elle est très riche en vitamine C. Elle contient jusqu'à 25% de son poids sec en vitamine C. Ce qui veut dire que pour 100 grammes, ce qui n'est pas beaucoup, 100 grammes de fruits, prenez une pomme, prenez une orange, vous avez 100 grammes. Donc 100 grammes de cerises, ce n'est pas grand-chose. Vous avez déjà 2 grammes, alors que vos besoins sont de 120 mg. Vous voyez, donc c'est assez important. Et elle contient donc, ce qui est très intéressant,
beaucoup de flavonoïdes, hein, les flavonoïdes qui permettent l'absorption de la vitamine C et qui ont en même temps un effet très intéressant sur l'endothélium vasculaire. Donc les flavonoïdes sont d'excellents antioxydants pour nous protéger de l'insuffisance veineuse, des jambes lourdes. D'ailleurs, la plupart des médicaments qui sont sur le marché dans nos régions, dans nos pharmacies, et qui sont prescrits et utilisés pour les jambes lourdes, pour les insuffisances veineuses, ce sont des végétaux qui contiennent des flavonoïdes. Donc le fait d'avoir les deux, c'est merveilleux. C'est ce qui est le côté, on va dire, intéressant de l'acérola. Donc, on consomme cette poudre, on consomme ce jus, mais comme on l'a dit, comme pour le jus d'orange, c'est très difficile à conserver l'intégrité de la puissance en vitamine C dans le jus, dans un jus qui n'est pas très très bon si on cueille vraiment l'acérola juste avant sa maturation. Ah, voilà. Donc on peut consommer 180 mg par jour maximum, en gros, ce sont nos besoins en vitamine C globaux de poudre d'acérola, et en cas de pathologie aiguë, on peut monter la dose jusqu'à 1 à 2 grammes. Alors, vous allez me dire, mais et l'orange là-dedans, qu'est-ce qu'elle vient faire? On a toujours dit, ah, votre docteur a dit un jus d'orange tous les matins, mais l'acérola, c'est vraiment, vraiment, vraiment plus intéressant que l'orange. Eh bien oui, notre orange classique qu'on peut trouver dans nos contrées, elle n'est pas aussi, disons, riche en vitamine C que notre acérola. Alors, d'après vous, elle est 2 fois plus forte que l'acérola, que l'orange, l'acérola? Elle est 10 fois plus forte? Elle est 20 fois plus forte? Ou elle est 40 fois plus forte? Eh bien, c'est entre les deux. Tout dépend un peu de la provenance, tout dépend un peu de la qualité, tout dépend un peu de la période de la cueillette. Elle peut être entre 20 fois et 40 fois plus intéressante que la vitamine C contenue dans une orange. Donc, ça vaut le coup de s'intéresser à l'acérola. C'est intéressant de trouver dans des compléments alimentaires qui vous sont proposés des comprimés donc faits ou des gélules qui contiennent de la poudre d'acérola ou des comprimés d'acérola qui peuvent vous permettre d'avoir sous des petites quantités de compléments alimentaires, d'avoir un apport conseillé quotidien de vitamine C. En gros, voilà une petite liste de végétaux riches en vitamine C, et vous voyez que l'acérola bat largement, et que notre orange, eh bien, elle se retrouve un petit peu en fin de course, et que le kiwi, plus intéressant même que la fraise, on parle rarement de la fraise comme source de vitamine C, eh bien, elle est très intéressante aussi, sans oublier le poivron et le brocoli pour accompagner le plat d'avant. Je vous remercie. Je pense qu'il y a peut-être des questions concernant la vitamine C, concernant l'immunité, concernant l'acérola. Si dans la salle il y a quelques questions, je serai content d'y répondre. Madame. Merci beaucoup pour l'exposé. Est-ce qu'il y a une combinaison de vitamine C et d'autres vitamines qui peut permettre d'améliorer encore le niveau d'immunité? Alors, oui, nous avons dit que l'immunité était, disons, maintenue en bon état, avec une qualité nutritionnelle bien précise concernant 7 vitamines. La vitamine A, vitamine C, on vient d'en parler, les vitamines B6, B9, B12, la vitamine D et la vitamine E. Et si vous voulez mettre également certains nutriments qui ne sont pas des vitamines mais qui sont d'autres nutriments, vous avez le zinc, le sélénium et le cuivre. Ce sont ces différents éléments qui ont été, disons, identifiés comme ayant une potentialité d'action pour maintenir un système immunitaire en bon état. Oui. C'était pour savoir justement le zinc, le sélénium et le cuivre, où on peut les trouver.
Alors, le zinc et le cuivre, il y a une conférence qui va suivre et qui va vous donner un petit peu tous les renseignements. Je suis désolé, mais je ne veux pas interférer sur le discours de mes collègues. Vous voulez dire au niveau alimentaire? Oui, on vous donnera tous les renseignements tout à l'heure avec des précisions qui seront nettement plus intéressantes que les miennes. Il n'y a pas d'autres questions? Bon, ben, merci à tous. Merci beaucoup. Et je vais passer la parole au docteur Simeka, qui va venir nous parler de l'intérêt des plantes médicinales dans l'immunité.